Paris, avenue Montaigne, 18h30 par un vendredi glacial de décembre. La neige tombe doucement sur les pavés, tandis que les illuminations de Noël éclairent les vitrines des boutiques de luxe. L'air sent les marrons grillés et les rêves brisés. Antoine Dubois, 42 ans, PDG d'un empire technologique de 1,5 milliard d'euros, sort de Chanel avec des sacs remplis de cadeaux coûteux qui ne signifient rien. Son téléphone sonne sans cesse. Contrats à signer, réunions à programmer, un monde qui tourne autour de l'argent mais pas autour de la vie. Alors qu'il marche vers sa Bentley noire, il remarque une silhouette recroquevillée contre le mur de pierre d'un hôtel particulier historique. C'est une jeune fille d'une vingtaine d'années, vêtue d'habits usés mais propres, qui tremble dans le froid parisien. Ses yeux, grands et lumineux malgré tout, le suivent avec une douceur qui ne demande rien. Antoine s'arrête, sort son portefeuille et lui tend un billet de 100 €. Mais ce que dit la jeune fille à cet instant va changer à jamais sa conception de la valeur humaine. « Merci monsieur, mais je ne veux pas de votre argent. Pourriez-vous plutôt me donner une étreinte ? Cela fait 3 ans que personne ne m'a prise dans ses bras. » Ces mots frappent Antoine comme la foudre. Dans un monde où tout s'achète et se vend, cette jeune fille demande la seule chose que l'argent ne peut acheter, la chaleur humaine. Ce qui va se passer dans cette froide soirée parisienne transformera un homme riche mais vide en quelqu'un qui découvrira le véritable sens de la richesse du cœur. Antoine Dubois reste immobile sur le trottoir de l'avenue Montaigne, le billet de 100 € encore tendu vers la jeune fille qui vient de lui demander quelque chose que personne ne lui avait jamais demandé, une étreinte. Une... Quoi ? Balbutie Antoine, confus. Une étreinte, répète la jeune fille avec un sourire qui illumine son visage amaigri. Vous savez, l'argent peut acheter de la nourriture, mais il ne peut pas acheter la chaleur d'un autre être humain. Et moi, j'ai si froid à l'intérieur. Antoine l'observe mieux. Elle a une vingtaine d'années, des cheveux châtains attachés en queue de cheval désordonnée, des yeux verts qui brillent d'une lumière particulière. Ses vêtements sont vieux mais propres, reprisés avec soin. À ses pieds se trouve un sac en toile avec quelques affaires et un livre abîmé. « Comment tu t'appelles » demande Antoine en repliant le billet. « Margot » répond-elle, toujours assise contre le mur. « Margot Moreau. Et vous êtes un de ces messieurs importants qui courent toujours, n'est-ce pas ? Oui, non. Enfin. » Antoine se sent étrangement déstabilisé. « Je suis Antoine, Antoine Dubois. » Margot incline la tête. « C'est un beau nom, il signifie inestimable. Mais qui prend soin de vous, monsieur Antoine ? » La question le frappe comme une gifle. Qui prend soin de lui ? Personne. Il vit entouré d'employés, d'assistants, de collaborateurs, mais personne qui se soucie vraiment de lui en tant que personne. Personne, je crois, admet-il honnêtement. Alors nous sommes pareils, sourit Margot. Moi non plus je n'ai personne, mais au moins moi je sais ce qui me manque. Vous le savez ? Antoine y réfléchit. Il a tout, succès, argent, pouvoir. Mais quand il rentre le soir chez lui, dans son penthouse de luxe, il se sent vide. Il n'a pas de vrais amis, pas de famille, personne qui l'attende. « Je crois que non », murmure-t-il. Margot se lève lentement, les jambes engourdies par le lait, engourdies par le froid. Eberhard est plus grande qu'il ne pensait, peut-être 1,70 m et très mince, mais il y a une grâce naturelle dans ses mouvements. Alors, dit-elle en ouvrant les bras, faisons ce marché. Je vous donne ce dont vous avez besoin et vous me donnez ce dont j'ai besoin. Et de quoi ai-je besoin ? Demande Antoine incrédule. De quelqu'un qui vous voit vraiment. Pas votre argent, pas votre succès. Vous. Antoine regarde ses bras tendus et quelque chose en lui se brise. Quand quelqu'un l'a-t-il étreint pour la dernière fois ? Il n'arrive même pas à s'en souvenir.
Lentement, il laisse tomber les sacs Chanel et s'approche. L'étreinte qui suit est maladroite au début, puis devient quelque chose de plus profond. Margot est petite dans ses bras, mais lui se sent en sécurité pour la première fois depuis des années. « Voilà », murmure Margot contre sa poitrine, « c'est mieux comme ça. Maintenant, nous sommes tous les deux un peu moins seuls. » Quand ils se séparent, Antoine a les yeux humides. « Pourquoi m'as-tu demandé une étreinte au lieu de l'argent ?» Margot sourit en ramassant son sac. « Parce que j'ai compris que vous aussi vous avez faim, monsieur Antoine. Seulement ce n'est pas une faim qui se rassasie avec de la nourriture. » Antoine ne peut oublier cette étreinte. Le lendemain, samedi, au lieu d'aller au bureau comme d'habitude, il retourne avenue Montaigne. Margot est là, assise au même endroit, lisant son livre abîmé. « Je savais que vous reviendriez, dit-elle sans lever les yeux. Comment le savais-tu ? Parce que vous avez le regard de quelqu'un qui a découvert qu'il avait soif, mais ne savait pas qu'il était assoiffé. » Antoine s'assoit à côté d'elle sur le trottoir froid, ignorant les regards perplexes des passants élégants. « Qu'est-ce que tu lis ?» Margot lui montre la couverture, « Les Misérables » de Victor Hugo. C'est l'histoire de Jean Valjean, un homme qui trouve la rédemption par l'amour. Je l'ai lu 17 fois. 17 fois ? C'est le seul livre que je possède. Il appartenait à mon père. Les yeux de Margot s'embuent un instant. Il disait qu'un bon livre peut sauver une âme autant qu'une bonne personne. Et tes parents ? Margot ferme le livre et le serre contre elle. Papa était professeur de littérature, maman travaillait dans une bibliothèque, ils sont morts dans un accident de voiture il y a 3 ans. J'étudiais la médecine à la Sorbonne, mais sans eux. Je ne pouvais plus me le permettre. Antoine sent son cœur se serrer. Et depuis tu vis dans la rue ? Pas dans la rue. Ici, Margot désigne le mur de l'hôtel particulier. C'est ma place, les propriétaires de la boutique me connaissent, ils ne me chassent-manquent pas. Parfois la dame du café m'apporte un sandwich chaud. Mais pourquoi ne vas-tu pas dans un centre d'accueil ? Margot sourit tristement. J'y suis allée. Mais là-bas tu es un numéro, un dossier. Ici je suis Margot. Les passants me saluent, les enfants me sourient. Je fais partie de cette rue. Antoine la regarde avec une admiration croissante. Tu n'as jamais pensé à demander de l'aide ? Je demande ce dont j'ai vraiment besoin, répond Margot. Pas de l'argent qui disparaît en un jour. Je demande des moments d'humanité qui durent toute une vie. Ce soir-là, Antoine ne va pas dans son restaurant étoilé habituel. Il s'arrête au café où Margot va parfois et fait la connaissance de Claire, la propriétaire. « Margot, cette fille est un ange », dit Claire en essuyant un verre. Jamais une plainte, toujours aimable. Les clients l'adorent. Si je pouvais, je l'embaucherais tout de suite. Mais le local est petit. Antoine commence à comprendre qu'il a rencontré quelqu'un de spécial. Mais ce qu'il va découvrir demain sur Margot va le bouleverser complètement. Le dimanche matin, Antoine trouve Margot en train de dessiner dans un carnet. Quand il s'approche, il reste bouche bée. C'est un portrait incroyablement détaillé d'une femme qui passe avec son enfant. « Margot, c'est incroyable !» Elle rougit. « Ce n'est qu'un passe-temps. »« Un passe-temps ? Tu es une artiste ?» Margot secoue la tête. « J'étais étudiante en médecine, tu te souviens ? Le dessin n'était que pour l'anatomie. » Antoine regarde d'autres dessins dans le carnet. Portraits de passants, coins de Paris, scènes de vie quotidienne. Chaque trait révèle un talent extraordinaire. « Margot, ces dessins sont des chefs-d'œuvre. Tu devrais exposer dans une galerie. »« Monsieur Antoine, dit-elle doucement, vous êtes très gentil, mais qui achèterait les dessins d'une sans-abri ? » Cette question reste dans l'esprit d'Antoine toute la journée. Le soir, au lieu de regarder la télévision dans son penthouse vide, il fait des recherches. Il découvre que Margot Moreau était vraiment une étudiante brillante en médecine, première de sa classe avec une bourse d'excellence. Le lundi matin, il revient voir Margot avec une proposition.
J'ai parlé à un ami qui a une galerie d'art dans le centre. Il voudrait voir tes travaux. » Margot le regarde effrayée. « Je ne peux pas, je ne suis pas assez douée. »« Margot, tu as un don, et les dons doivent être partagés, pas cachés. » Mais s'ils ne plaisent pas, Antoine s'agenouille prendre devant elle. Et s'il change la vie de quelqu'un comme tu as changé la mienne, Margot le regarde dans les yeux et voit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, quelqu'un qui croit en elle. « Qu'est-ce que j'ai changé dans votre vie ? Tu m'as rappelé qu'il existe des choses plus précieuses que l'argent. Tu m'as appris que la vraie richesse réside dans la connexion humaine. » Margot sourit, puis devient sérieuse. « Monsieur Antoine, je ne veux pas de votre pitié. » « Ce n'est pas de la pitié, Margot, c'est de la reconnaissance. Tu vois la beauté là où d'autres ne voient que la tristesse. Tu donnes de l'amour là où d'autres ne donneraient que des pièces. Tu es une artiste de l'âme avant d'être une artiste du papier. » Pour la première fois depuis 3 ans, Margot pleure. Pas de douleur, mais d'espoir. Tu aimes cette histoire Makwa ? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. La galerie d'art Marais Contemporary est un espace élégant au cœur de Paris. Pierre Rousseau, le propriétaire et ami d'Antoine, observe les dessins de Margot avec un étonnement croissant. « Antoine, ceux-ci sont extraordinaires. Qui est cette jeune fille ? Quelqu'un qui m'a appris à voir au-delà des apparences. » Margot, qu'Antoine a convaincu de venir après lui avoir acheté une robe simple mais digne, reste silencieuse dans un coin. Elle se sent déplacée dans ce monde d'art et d'argent. « Mademoiselle Moreau, dit Pierre en s'approchant, votre style est unique. Il y a une sensibilité, une profondeur émotionnelle que je vois rarement. Seriez-vous intéressée par une exposition personnelle ?» Margot regarde Antoine, incrédule. « Une exposition ? Mais je... »« Tu quoi ?» demande Antoine doucement. « Je ne suis personne. Qui viendrait voir les dessins de quelqu'un qui vit dans la rue ?» Pierre intervient. « L'art n'a pas de classe sociale, mademoiselle. Il n'a que la vérité, et vos dessins sont pleins de vérité. » Dans les jours qui suivent, Antoine aide Margot à préparer l'exposition. Il lui propose de rester dans son penthouse, mais elle refuse poliment. « Ma place est encore là-dehors, monsieur Antoine, au moins jusqu'à ce que j'ai prouvé que je mérite quelque chose de différent. » Antoine comprend et respecte sa dignité, mais chaque jour où ils apportent les dessins de Margot à la galerie, chaque jour il découvre de nouveaux aspects de cette jeune fille extraordinaire. « Pourquoi faites-vous tout cela pour moi ?» lui demande Margot un soir, tandis qu'ils regardent ensemble ses œuvres exposées. « Parce que tu as fait quelque chose pour moi que personne n'avait jamais fait. »« Quoi ? Tu m'as vu, pas le PDG, pas le millionnaire. Tu as vu Antoine, l'homme, et tu m'as donné ce qu'aucun argent ne pouvait acheter, le sentiment d'être important pour quelqu'un. » Margot lui prend la main. « Savez-vous que vous avez aussi changé ma vie ? Comment ? Vous m'avez montré qu'être sans domicile ne signifie pas être sans espoir. Vous m'avez montré que la bonté existe encore. Le soir du vernissage approche. Mais ce qui va se passer cette nuit-là dépassera toutes les attentes et changera à jamais la vie de tous les deux. Le soir du vernissage, la galerie Marais Contemporary est pleine de gens élégants, collectionneurs, critiques d'art, journalistes. Margot, dans une robe noire simple qu'Antoine lui a offerte, se sent dépassée. « Je n'y arrive pas, » murmure-t-elle à Antoine. « Ils sont tous si... importants. »« Margot, regarde. » Antoine la conduit devant un de ses dessins, le portrait d'un vieil homme qui dort sur un banc, mais dont le visage exprime une paix profonde. Tu as capturé la dignité de cet homme. Tu as vu son âme. C'est ça, le vrai art. Au fur et à mesure que la soirée avance, quelque chose de magique se produit. Les gens ne regardent pas seulement les dessins de Margot, ils les vivent. Une dame âgée pleure devant le portrait
d'un enfant sans abri qui sourit. Un homme d'affaires reste immobile pendant des minutes devant le dessin d'un couple âgé qui se tient la main sur un banc. « Excusez-moi, » dit une journaliste en s'approchant de Margot. « Je suis Sophie Martin du Figaro. Pourriez-vous me poser quelques questions ?» Margot regarde Antoine, qui l'encourage d'un sourire. « Vos dessins ont une qualité émotionnelle extraordinaire. Comment arrivez-vous à capturer si bien l'essence humaine ?» Margot réfléchit. « Je crois que quand on a tout perdu, on apprend à voir ce qui est vraiment important chez les gens. Pas les vêtements qu'ils portent ou la voiture qu'ils conduisent. On voit leurs yeux, leurs histoires, leurs rêves. Et la vie dans la rue ne vous a pas rendu cynique ? » « Au contraire, répond Margot avec sincérité. Elle m'a montré que la bonté existe même dans les endroits les plus inattendus. Comme chez un homme riche qui, au lieu de me donner de l'argent, m'a donné quelque chose de plus précieux. Il a cru en moi. » Antoine, qui écoute de loin, sent ses yeux s'embuer. À la fin de la soirée, Pierre annonce que tous les dessins ont été vendus. Margot n'arrive pas à y croire. « Maintenant, tu peux te permettre un appartement, reprendre les études, » dit Antoine en sortant de la galerie. Mais Margot l'arrête. « Monsieur Antoine, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi, mais surtout, je n'oublierai pas ce que vous m'avez appris. » « Quoi ? Que le vrai amour n'est pas ce qu'on reçoit, mais ce qu'on donne. Vous m'avez donné la confiance, je vous ai donné l'humanité. Nous sommes quittes. » Antoine sourit. « Non, Margot, je suis encore en dette. » « Pourquoi ? Parce que tu m'as sauvé de la pauvreté la plus terrible, celle du cœur. » Un an plus tard, Antoine et Margot sont assis au même endroit de l'avenue Montaigne, où ils se sont rencontrés. Mais maintenant, tout est différent. Margot a repris ses études de médecine, financées par la vente de ses tableaux. Elle a aussi un petit appartement dans le Marais. Mais chaque semaine, elle revient ici, à sa place, pour dessiner et parler aux nouveaux sans-abri qui s'arrêtent. Antoine a radicalement changé de vie. Il a gardé son entreprise, mais consacre maintenant la plupart de son temps et de son argent à la fondation qu'il a créée, Étreinte, qui aide les sans-abri par l'art et la formation professionnelle. « Tu sais quoi ?» dit Antoine en regardant Margot dessiner une petite fille qui joue avec les feuilles mortes. « Quoi ? Il y a un an, je pensais avoir tout. Maintenant, je sais que j'avais tout, sauf ce qui compte vraiment, c'est-à-dire une famille du cœur. » Margot sourit et pose sa tête sur son épaule. Ces derniers mois, ils sont devenus inséparables, non pas comme un couple romantique, mais comme quelque chose de plus profond, deux âmes qui se sont sauvées mutuellement. « Antoine, » dit Margot, « j'ai un aveu à te faire. Dis-moi, ce premier jour, quand je t'ai demandé une étreinte, j'avais vu comme tu étais seul. Ce n'était pas seulement moi qui avais besoin de cette étreinte. Je savais que toi aussi tu en avais besoin. » Antoine sourit. « Je le savais. »« Vraiment ? Depuis des semaines. Tu es trop intelligente pour ne pas avoir compris qu'un homme riche et seul avait autant besoin de salut qu'une fille sans abri. » Ils se regardent et éclatent de rire. « Alors, dit Margot en se levant et en ouvrant les bras, c'est l'heure de notre étreinte hebdomadaire. » Antoine la serre fort dans ses bras et à ce moment, passent devant eux quelques-unes des personnes qu'ils ont aidées grâce à la fondation. Michel, qui travaille maintenant comme gardien dans un musée. Elena, qui a ouvert une petite couture. Joseph, qui enseigne la guitare aux enfants. Tous les saluent avec affection. Car Antoine et Margot sont devenus plus que deux personnes qui se sont entraidées. Ils sont devenus la preuve vivante que l'amour peut tout transformer. « Tu sais ce qui est le plus beau ?» dit Margot en regardant le coucher de soleil sur Paris. « Quoi ? Que tout a commencé par une étreinte, la chose la plus simple du monde, mais aussi la plus puissante. » Antoine acquiesce. «
Et tu sais ce qui est le plus incroyable ? Quoi ? Que j'apprends encore de toi chaque jour. Tu es mon professeur de vie, Margory, et tu es mon meilleur élève. Tandis que la nuit tombe sur Paris, tous les deux marchent vers le café de Claire, où les attend leur famille élargie. Tous ceux qui ont appris que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en étreinte donnée et reçue. Car parfois, il suffit d'un geste simple comme une étreinte pour changer de vie et créer une famille du cœur qui dure pour toujours. Si cette histoire vous a touché le cœur et que vous croyez au pouvoir des étreintes qui transforment, n'oubliez pas, pouce bleu. Si vous croyez que parfois une étreinte vaut plus que 1000 €, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire qui célèbre la force de l'amour désintéressé. Commentez ici-bas et racontez-nous. Quand avez-vous donné une étreinte à un inconnu pour la dernière fois ? Croyez-vous que la bonté peut vraiment changer le monde ? Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de se rappeler que l'amour ne s'achète pas, il se donne. Et si vous voulez plus d'histoires de françaises qui célèbrent l'humanité, la générosité et la force des étreintes sincères, activez la cloche. Rappelez-vous, dans un monde qui court toujours, parfois s'arrêter pour une étreinte peut sauver 2 âmes. La vraie richesse ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous partagez. Rendez-vous dans la prochaine histoire qui vous fera croire à la magie de l'amour humain.